Bonjour les amis, je suis avec l'ami Lucien Cerise dans un endroit un peu particulier puisque nous sommes à l'aéroport de Moscou en attente de l'avion pour rentrer en France. Nous étions en Russie en tant qu'observateur international, vous avez dû en entendre parler parce que ça fait grand bruit, hein, observateur international pour les élections présidentielles qui a vu la victoire triomphale du président sortant, Vladimir Poutine, avec une participation très importante qui a valeur de plébiscite. Donc, est-ce que dans un premier temps, tu peux, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc Lucien Cerise, donc je mène des recherches publiées sur le thème de l'ingénierie sociale depuis une vingtaine d'années, enfin publié depuis seulement 2010. Et donc alors l'ingénierie sociale dans ses diverses déclinaisons, que ce soit au niveau politique ou géopolitique. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je suis en Russie aujourd'hui. C'est parce que en fait le coup d'État ukrainien de 2014 était une manœuvre d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de transformation de la société ukrainienne pour l'arrimer, pour l'annexer au bloc occidental. Et bon, si ce n'était que cela, ce serait pas finalement si dangereux. Mais il se trouve que ce bloc occidental a une fâcheuse tendance à être anti-russe et donc à rapprocher ses bases militaires au plus près des frontières de la Russie. Donc on voit une manœuvre d'encerclement depuis la masse continentale russe mais aussi chinoise depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et bon, c'est donc les armées anglo-américaines et plus largement les armées de l'OTAN qui travaillent en fait à cette manœuvre d'encerclement. Et une pièce à faire tomber, c'était l'Ukraine, enfin une pièce à annexer, comme disait Zbigniew Brzezinski en 1995 dans son ouvrage Le Grand Échiquier. Oui, et je crois que c'était lui le théoricien justement de l'encerclement de la Russie. Alors en fait ça remonte presque au 19e siècle. Il y a eu plusieurs générations de géopolitologues plus ou moins impliqués en politique au niveau exécutif. Il y avait aussi George Kennan par exemple. Mais disons qu'en fait c'est un lieu commun de la géopolitique américaine, plus largement occidentale, de chercher à encercler la Russie et de chercher en fait. Alors on pouvait trouver effectivement un épouvantail avec le bloc communiste. Bon, aujourd'hui le bloc communiste n'existe plus depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, mais la manœuvre d'encerclement continue. Bon, ce qui tend à démontrer que la nature du régime en place à Moscou n'a finalement pas beaucoup d'importance. Et de fait, en réalité, ça commence au 19e siècle. C'est ce que la géopolitique appelle le grand jeu. Le grand jeu, c'est le terme, le concept qui désigne la rivalité entre l'Empire britannique à l'époque, qui au 19e siècle était vraiment la première puissance mondiale, et l'Empire tsariste, qui lui en fait s'étendait lui aussi sur la moitié de la planète, mais sur les terres, là où l'Empire britannique s'étendait lui beaucoup plus sur les mers. Ce qui a donné justement ce qui a donné le clivage fondateur en géopolitique du 19e siècle en fait jusqu'à aujourd'hui. C'est la fameuse opposition entre thalassocratie et tellurocratie qui a été conceptualisée par Carl Schmitt ou par Alexandre Dugin plus récemment, mais qui est une évidence depuis le 19e siècle en fait, qui sert de clivage fondateur en géopolitique. Et on peut remonter même plus loin si on veut, si on veut remonter au Drang nach Osten, c'est-à-dire cette espèce de ruée vers l'est des Européens avec les chevaliers teutoniques, etc. Il y a une tendance comme ça en fait de l'Europe occidentale à lorgner sur les grands espaces russes. Et notamment sur ses richesses. Notamment l'Ukraine, qui est un pays qui est très très riche. L'Ukraine, c'était 25% du PIB de l'Union soviétique. C'est pour dire un petit peu comme ce sont des terres qui ont toujours attiré les puissances dominantes.
fallait mettre la main sur ces richesses-là. Alors si d'un côté, comme tu dis, ces puissances occidentales ont toujours lorgné vers l'Est, le blason impérial de la Russie est composé d'un aigle à deux têtes qui symbolise justement cette orientation tout à la fois vers l'Ouest et l'Est, et c'est ce qui fait toute la richesse, l'ambiguïté aussi de la Russie. Et je ne sais pas si tu as remarqué, quand on visitait les bureaux de vote, puisqu'on va revenir sur l'actualité, mais faisons le tour de la question puisque tu as publié un livre, mais sur les isoloirs des bureaux de vote, tous les isoloirs étaient estampillés du blason impérial qui a été remis à l'honneur par le président Poutine. Il y avait, je ne sais pas si tu as remarqué, dans les bureaux de vote, le drapeau national aux 3 couleurs, le drapeau régional des oblasts. J'ai fait une ville aussi dans une des provinces, puisque moi j'étais en Sibérie occidentale, et il y avait le blason de la ville. Donc blason de la ville, blason de la province et drapeau national, et avec ce blason impérial qui est revenu à l'honneur, puisque Poutine essaye de faire la synthèse entre l'ancien régime impérial et ensuite les époques communistes dont il était un élément et dont il a fait partie partie institutionnelle en tant que membre du KGB. Donc tu as publié un livre, est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît ? Oui, voilà, donc je vais faire l'article. Oui. Donc bon, c'est un voilà, donc bon, à la suite du coup d'État Euromaïdan, donc cette fameuse révolution colorée, ouais, je sais pas si on le voit bien dans le cadre. Ouais. D'accord. Donc j'étais assez comment dire choqué par l'événement, parce que j'ai tout de suite compris que on mettait le doigt dans un engrenage qui pouvait aboutir à la situation actuelle, voire pire. Donc pour mémoire, pour rappel, donc pendant l'hiver, à travers au fil de l'année 2013 jusqu'en février 2014, donc des agitateurs ukrainiens en fait lancent un processus de révolution colorée, mais numéro 2, puisque bon, on se souvient de la révolution orange de 2004-2005, avec la fameuse Yulia Tymoshenko, qui était la vedette de l'époque, donc cette blonde avec ces tresses là, un peu à la princesse Leia, et donc bon, ça c'était en 2004-2005. Le but était d'annuler un scrutin présidentiel et d'obliger les Ukrainiens à revoter un 3e tour, qui a vu d'ailleurs en fait l'inversion du résultat du 2e tour. C'est d'ailleurs ce qui nous pend au nez en France en fait. Si on gagnait par hasard ou du moins, une présidentielle, de toute façon, on aurait le soir même une révolution colorée dans les rues. On va en reparler. Oui. Et donc et voilà. Et 10 ans plus tard, alors le fameux Yanukovych qui avait gagné le 2e tour de la présidentielle, mais qui avait été évincé par cette révolution orange et donc par le revote, le vote du 3e tour. Et finalement, en fait, a gagné le scrutin présidentiel une 2e fois 5 ans plus tard. Donc en 2010, parce que bon, manifestement, les Ukrainiens voulaient vraiment cet individu. Et donc là, pour le coup, les forces occidentales, les réseaux Soros, la CIA n'ont pas eu les moyens de relancer immédiatement une révolution colorée dès 2010, dès la 2e victoire de Yanukovych. Donc ils attendent un petit peu et ils relancent un processus de révolution colorée, donc de renversement du régime au printemps 2013, et ça s'étale donc sous le nom Vstavaj Ukraina, c'est-à-dire Ukraine, soulève-toi, avec les 3 principaux acteurs de l'Euromaïdan qui étaient déjà au printemps 2013. Vitaly Klitschko, qui est devenu maire de Kiev. Donc c'est le boxeur. Voilà, un boxeur. Les 2 frères Klitschko. Oui, les 2 frères boxeurs. Parce qu'il a un frère effectivement qui est connu également dans le même sport. Et puis donc il y avait Oleg Tiagnibok, donc qui était le président du parti Svoboda, d'inspiration hitlérienne. Et puis il y avait Arseny Yatsenyuk, qui lui était l'homme de la banque, et qui est proche des réseaux Soros, avec sa propre fondation Open Ukraine. Ouvrez l'Ukraine, donc dont le nom est calqué sur le modèle sorosien de Open Society.
Donc ces trois individus animent des manifestations dans les régions, en province, à travers tout le printemps et l'été 2013. Ensuite, ils font une pause et ils reprennent en novembre 2013 et ils renomment leur mouvement Euromaïdan cette fois. Et donc donc ça aboutit effectivement en fait à un renversement du régime de Viktor Yanukovych. Mais je crois que la particularité de cette révolution colorée, c'est que les forces mondialistes s'appuient sur un courant de pensée idéologique qui lui semble contraire et antagoniste, c'est-à-dire des mouvements qui se disent nationalistes, voire national-socialistes. Je pense que c'est un peu la particularité de cette révolution de couleur. Oui. En fait, il faut recruter des gens qui ont envie de se battre. Où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, dans les milieux radicaux, en fait, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche ou islamistes. C'est comme ça que en fait la CIA ou l'OTAN peut constituer des groupes de combat paramilitaires et pour militariser la société et notamment les civils. Là, tu fais allusion à l'État islamique, à Al-Qaïda, à ce que les partisans du Front de la Résistance autour des Iraniens appellent les takfiristes. C'est cela qui a été à l'œuvre en Syrie. C'est ça dont tu parles ? Oui, tout à fait, oui. Et en fait, des groupes takfiristes ont fait la navette entre la Syrie et l'Ukraine pendant des années. On les retrouve aussi, notamment je crois qu'on a les opposants tchétchènes qui ont perdu la guerre en Tchétchénie. C'est ça, oui. Donc des islamistes anti-Kadyrov et anti-russes. Qui effectivement sont armés et entraînés et qui notamment en Ukraine en fait pendant des années. Bon, aujourd'hui on en entend moins parler. Effectivement, apparemment, ils ont été nettoyés parce que ils étaient peut-être superflus en fait, à partir du moment où finalement, en gros, les bandéristes en fait, c'est-à-dire la partie d'extrême droite de ces paramilitaires, en fait, étaient en place. On n'avait plus vraiment besoin des autres. Et puis surtout, la guerre civile qui commence en 2014 a changé d'échelle en 2022. Donc, les petits groupes comme ça, peuvent encore servir pour faire un attentat terroriste par-ci par-là, que ces groupes d'ailleurs paramilitaires soient d'extrême droite, d'extrême gauche, parce qu'il y a une présence d'extrême gauche, gauchiste en Ukraine ou djihadiste. Cette présence gauchiste d'ailleurs s'appuie sur la mémoire de Nestor Makhno ou Marno, ça s'écrit KH. Inconnu au bataillon. C'était un anarchiste qui a réussi, lui et ses troupes, il a réussi à mobiliser suffisamment de gens pour conquérir un morceau de territoire ukrainien dans cette période de transition entre 1918 et 1921 où en fait tout était flou parce que les bolcheviks venaient d'arriver au pouvoir, mais en fait les frontières n'étaient pas encore clairement dessinées, etc. Et en fait, ça a servi de créneau, de fenêtre de tir à des communistes entre guillemets en fait, mais des communistes anticommunistes en fait, c'est-à-dire en fait des communistes anti-soviétiques et qui se revendiquaient donc de l'anarchie, donc du modèle anarcho-syndicaliste, si on parle de la CNT, puisque en fait il faut le savoir, c'est-à-dire que la gauche est subdivisée en deux grandes parties, en deux corpus doctrinaux. Il y a les marxistes-léninistes qui sont étatistes, et puis il y a les anarchistes qui eux sont anti-étatistes. Et qui sont qui se sont opposés aux étatistes. C'est-à-dire que les anarchistes et les marxistes ne s'aiment pas trop en général. Oui. Ils peuvent s'entretuer. Voilà. Et donc en fait le fameux Nestor Makhno ou Marno a réussi une performance, c'est-à-dire avec sa bande, il a conquis un morceau de territoire et il avait créé une espèce d'utopie anarchiste, c'est-à-dire autogérée, etc., sans hiérarchie, en tout cas le moins possible. C'est toujours ces idées-là en fait qu'il faut que. Et puis ce sont des idées finalement, je dirais qu'on peut soutenir. De toute façon, quand une hiérarchie est trop lourde, en fait, elle devient contre-productive, etc. Donc il y a le point de départ idéologique est soutenable sous un certain angle. Et évidemment, il s'est fait écraser par les bolcheviks parce que il avait pas il faisait pas le poids. Et il a fini sa vie en France.
En fait, il a immigré comme en quelque sorte réfugié politique. Comme beaucoup. Voilà, il a fini sa vie en France et donc en fait, quand j'ai regardé un petit peu les sites. Antifa, anarcho, libertaire, depuis des années en fait. Je regarde ce qu'ils disent justement sur l'actualité ukrainienne et ils sont tous pro-Maïdan. À 99%. Et ils arrivent à ce niveau-là à converger avec les groupes bandéristes de Stepan Bandera, qui eux cultivent plutôt la mémoire du Troisième Reich. Et sous un certain angle, ils ont pu aussi travailler main dans la main avec des groupes takfiristes islamistes. Tous ont en fait un récit différent. Des mythes différents. Donc les néo-nazis, ça va être Bandera. Les anarcho-libertaires, ça va être Nestor Makhno. Les djihadistes, ce sera en fait pour essayer d'islamiser l'Ukraine, parce que bon, il y a des Tatars en Crimée, il y a des musulmans en Crimée, une communauté musulmane. Ça a été une terre d'affrontement entre les Ottomans et les Russes. Il y a eu, je vous renvoie aux guerres dans l'histoire. Mais alors, quelle est la singularité de ton ouvrage? Je crois que tu es spécialisé dans l'ingénierie sociale, l'ingénierie politique. C'est ça, donc tu as analysé ces mouvements en action dans le processus, dans le cadre de la mise en coupe réglée de l'Ukraine par la mafia de Kiev qui est au service de l'État profond de l'hégémon yankee, quoi. Oui. Tout à fait, oui. Et en fait, ce sont les contradictions de tous ces mouvements que j'appelle néo-gladiaux, c'est-à-dire tous ces groupes de combat. Gladio, il faut le rappeler, c'est les réseaux américains en Italie, et notamment, en Europe en général et en Italie, qui sont responsables des années de plomb d'ailleurs. Voilà. Oui, ce sont des réseaux activistes, mais qui étaient clandestins pendant plusieurs décennies, en gros pendant toute la guerre froide. Leur existence a été révélée par le Premier ministre italien. Ils ont sévi essentiellement en Italie et en Belgique, les attentats du Brabant par exemple. Mais en fait, ils étaient prépositionnés, comme on dit, en cas d'invasion soviétique. Ils devaient faire du sabotage en cas d'invasion communiste. Et en fait, ils étaient là, ils étaient en quelque sorte fondus dans la population et devaient excusez-moi parce qu'il y a une amie là, oui. Bon. Donc on va reprendre. Dans la population. Voilà, et ils devaient être actionnés en cas d'invasion soviétique, pour faire du sabotage derrière les lignes. C'est pour ça aussi on appelait ça les stay behind au début, puis ensuite les gladios. Donc bon, en fait, la CIA, le MI6 britannique patronnait évidemment tous ces réseaux clandestins en période de guerre froide. Mais aujourd'hui, moi je parle plutôt de réseaux néo-gladiaux parce que en fait, aujourd'hui, ils ont le droit d'exister au grand jour. En tout cas en Ukraine. Et en tout cas la partie d'extrême droite de ces réseaux, elle est carrément au pouvoir en fait depuis 2014. Ils ont des ministres, ils ont purgé tout l'état profond ukrainien de ces restes de communistes en fait, soviétiques, à partir de 2014 pour placer leurs hommes à eux qui travaillent main dans la main avec les mondialistes. Parce que là, il faut toujours rappeler que tout ça en fait est chapeauté en fait sous tutelle. Donc, alors les fameux réseaux Soros, mais aussi tous les réseaux LGBT. Et son bras armé, qui est un bras politique, une armée politique, c'est l'OTAN. Voilà, c'est ce qui aboutit en fait à cette conjonction des opposés assez surréaliste, où on voit effectivement finalement des gens qui se revendiquent d'un programme politique nationaliste ethnique, qui arrivent à cohabiter avec des globalistes, des mondialistes LGBT et pro-immigration, pro-métissage. Donc on a des partisans de la race pure, comme disait Andriy Biletsky, fondateur du régiment Azov. Le destin de l'Ukraine, c'est de
sauver la race blanche. Il disait ça dans un article de 2007, avant de fonder le régiment Azov. Donc on a des partisans de la supériorité de la race blanche, donc des suprémacistes blancs, qui arrivent à bosser finalement avec des globalistes. Et surtout qui se font tuer, oui, qui se font massacrer pour la mafia de Kiev, pour les mondialistes, pour les intérêts de cet État profond, notamment la famille Biden, puisqu'on sait que le fils Hunter Biden a eu des intérêts très, très importants en Ukraine. Oui, et tout ça sur la base d'un ennemi commun qui permet de faire la sauce. Et c'est là où on arrive sur les questions d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de déconstruction et de reconstruction du lien social. C'est-à-dire que, en fait, là, par exemple, donc, des suprémacistes blancs peuvent entretenir une relation de confiance avec des juifs, par exemple, Soros ou d'autres, ou Zelensky. Voilà. On se souvient donc des images de Andriy Biletsky, fondateur du régiment Azov, dans la même salle que Zelensky, en train de lui montrer sur la carte d'état-major la position des troupes, etc. Et on voit en fait donc effectivement une union sacrée en quelque sorte, en fait de suprémacistes blancs avec donc des juifs globalistes. Et avec éventuellement quelques takfiristes par-ci par-là qu'on va... Et tout ça sur le dos des Ukrainiens. Tout ça sur le dos des Ukrainiens et des Russes, parce que finalement, la relation de confiance, parce que l'ingénierie sociale, pour faire court, c'est en fait la manipulation des relations de confiance, de méfiance et d'indifférence. Quand vous voulez, par exemple, décomposer un groupe, il faut faire monter la méfiance entre les membres du groupe. Et là, vous le faites exploser de l'intérieur. Voilà. Par contre, quand vous voulez créer du groupe, faire du team building, comme on dit dans le management, là, il faut créer de la confiance. Une équipe de foot a besoin que les différents joueurs aient confiance, une confiance aveugle presque, les uns dans les autres, parce que sinon la balle va arrêter de circuler s'ils se méfient les uns des autres. Et puis, l'indifférence peut être utile pour avancer masqué, c'est-à-dire pour se camoufler derrière un écran d'indifférence. Voilà, donc ça c'est la base de la base en ingénierie sociale. Et on voit que en fait en Ukraine, donc il y a une relation de confiance donc entre normalement des groupes politiques que tout oppose et qui devraient s'entretuer, comme je disais, donc des juifs globalistes pro-immigration, pro-LGBT, avec des suprémacistes blancs, normalement conservateurs et enracinés. Eh ben non, ils arrivent à bosser ensemble sur le dos en fait, de la Russie, qui devient l'ennemi, donc, qui devient le support de projection de méfiance. Donc voilà, si vous arrivez en fait à créer une tête de Turc, parce que c'est un peu ça, aujourd'hui Poutine sert un peu de réceptacle. Ah, c'est Hitler, oui. C'est ça, donc Poutine est en position... Ce que j'appelle la morale Godwin, puisqu'aujourd'hui, les principes de référence, c'est plus une morale classique, c'est la morale du point Godwin, quoi. C'est ça, il n'y a plus que ça, voilà. C'est la réduction à Hitlerum, Alors, on va parler un petit peu, puisqu'on était là en tant qu'observateur aussi, ça doit intéresser nos auditeurs. Donc, je vous renvoie au livre de notre ami. On peut le trouver où, ton livre ? Alors, vous pouvez le commander directement sur le site de l'éditeur, Culture et Racines. Et sinon, alors vous pouvez le commander sur Internet, sur d'autres sites, évidemment. Et puis sinon, il y a un réseau de librairies amis. Il paraît qu'il est à la Fnac des Halles, à Paris. Vaut mieux le réseau des librairies amis que la Fnac, je pense. Bien sûr, oui, non, mais bon, ça m'a étonné en fait de voir qu'ils avaient accepté de le prendre. En effet. Mais sinon, oui, il y a les librairies, donc sur Paris, il y en a 3 ou 4, si je me souviens bien. Et puis, et en province, il y en a quelques-unes aussi qui sont parfois d'ailleurs attaquées par les antifas, les mêmes qui seront dans la rue contre nous. Notamment la librairie Racinet, j'ai fait les frais puisque chaque fois que je vais là-bas, il a la gentillesse de m'inviter et j'ai droit aux manifestations antifa qui prétendent interdire de prendre la parole. Alors, ces élections présidentielles, d'abord, pourquoi tu as accepté d'être observateur pour ces élections-là ? Par curiosité, moi, j'applique la méthode scientifique. Pour parler de quelque chose, il faut être au plus près de son objet, si possible le voir de ses yeux. Et si on peut pas, il faut chercher des sources primaires, c'est-à-dire des témoignages directs.
Mais bon, voilà, moi j'applique la méthode expérimentale, hein, c'est ma formation, hein, pour justement avoir une légitimité, hein, pour parler de ces sujets de géopolitique, c'est bien d'être sur le terrain, c'est le minimum. Et en quoi ça a consisté alors, c'est d'être observateur Est-ce que c'est une vérification du processus électoral, de l'intégrité du processus électoral? Je te pose la question, je le sais puisque j'ai participé, mais c'est pour que tu nous expliques. Explique à nos auditeurs. Oui, alors on était des équipes internationales et donc on circulait donc de bureau de vote en bureau de vote. Et puis aussi, donc les Russes sont organisés du vote en porte-à-porte. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les équipes électorales qui se déplaçaient chez les gens. Parce que il est vrai, hein, bon, en tout cas moi dans ma région, tu pourras parler de la tienne, c'est que bon le déplacement physique hein, peut être compliqué. Les routes sont pas toujours en bon état. Hein, merci l'Ukraine, ça c'est un héritage. Bon là apparemment justement les Russes sont en train de tout goudronner, enfin de refaire des routes plates. Et parce que là moi j'étais dans des quartiers où c'était souvent des routes boueuses et où les gens n'ont pas forcément d'ailleurs de voiture. Tu étais dans quelle région? C'est la région de Zaporijie, je crois, c'est ça? Ou de Kherson? Alors moi j'étais dans l'oblast de Zaporijie, ouais. Mais j'étais plutôt à Melitopol et ses alentours. Hein, parce qu'il y a deux grandes villes hein, dans l'oblast. Zaporijie en fait est encore de l'autre côté de la frontière. Et donc en fait on s'est retrouvé à Melitopol hein, essentiellement. Et puis pour revenir sur Moscou, on est passé par la Crimée, mais ça c'était juste le chemin. Un problème logistique, quoi. Oui, voilà, oui, c'était voilà. Donc, oui, effectivement, bon, on était basé autour de à Melitopol et ses alentours. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce processus électoral, si quelque chose t'est marqué, quoi? Oui, alors le porte-à-porte, hein, je crois qu'on a passé toute la journée de vendredi à faire du porte-à-porte. C'était touchant parce que on allait chez les gens et parfois ils étaient en pleurs. Enfin les vieilles femmes, surtout les babkas, elles étaient là. Vive la Russie, vive Poutine. Voilà, on attendait ça depuis tellement longtemps. Enfin le rattachement hein, en fait à la Russie. Donc c'était parfois assez touchant et ça c'est le côté un peu émotionnel. Après si on parle des choses sérieuses, hein, c'est-à-dire la sincérité du scrutin, hein, selon l'expression consacrée. Moi je n'ai pas noté d'anomalie. J'ai noté une bizarrerie, enfin je veux dire une particularité. Hein, du mode de scrutin russe, c'est que parfois on voit ce que les gens ont voté parce que en fait, c'est pas comme en France, c'est pas des petits bulletins qu'on met dans une enveloppe. Non, c'est une grande feuille avec des cases à cocher. Donc quelqu'un qui vote pour Poutine ou les autres, il y avait Slutsky là pour le parti des nouveaux, enfin des Novi Ljudi là, les nouveaux gens. Non, Slutsky c'était. C'est le parti national libéral, c'est le successeur de Zhirinovsky. Oui, voilà, oui c'est ça. Oui. Donc il y avait 4 partis. Donc il y avait Poutine qui se présentait, je crois, sans parti d'ailleurs. Lui il est déjà son bilan parle pour lui, il n'a plus besoin d'un parti avec lui. Donc il y avait le parti Novi Ljudi, c'est qui vient d'apparaître, hein, si j'ai bien compris. Enfin, c'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est la société civile, ça représente un peu le courant libéral. Oui, voilà. Voilà. Et puis sinon, il y avait le Parti communiste et puis le parti de Zhirinovsky, donc qui s'intitule libéral conservateur, c'est ça? Je sais plus. Oui, ou démocrate libéral. Oui, national libéral. Mais bon, enfin ça c'est un peu des mots. Disons que Zhirinovsky, quelque part, s'il avait gagné les présidentielles, il aurait imprimé une ligne encore plus dure que celle de Poutine face à l'Occident. Enfin, on le connaît depuis des années maintenant. Il est décédé, hein, Zhirinovsky. Ah d'accord. Zhirinovsky, ça c'est son successeur qui s'est présenté. Voilà. Et donc voilà. Donc alors hormis cette particularité, effectivement, dans certains cas, alors si les gens ne plient pas hein, le papier, là, enfin, c'est-à-dire le document en format A4, eh bien, on peut voir hein, pour qui ils ont voté si on scrute l'urne dans laquelle ils insèrent leur bulletin de vote. Et moi, j'ai particulièrement regardé aussi parce que ça se voit. Rares sont ceux qui plient le bulletin et
et c'était quasi systématique. C'était le vote du deuxième candidat, de la deuxième case, qui était celle de Poutine. Oui. Bah, de toute façon, bon, le résultat, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait confirmer de manière oculaire, pendant le processus de vote, le résultat final. Effectivement, moi, quand je regardais les votants insérer leur bulletin dans l'urne, sur 3 jours, je n'ai pas vu autre chose que la case Poutine cochée. Voilà. Alors après, il y a ceux qui pliaient justement le document. C'est peut-être parce que précisément ils avaient voté pour le Parti communiste ou pour le parti Zhirinovsky ou pour l'autre, justement parce qu'ils voulaient pas, je sais pas quoi, être vus parce qu'ils avaient peut-être, je sais pas quoi, une pudeur quelconque, peu importe. Mais bon, toujours est-il que bon, ça c'est une particularité. Bon, je l'ai dit aux gens qui nous encadraient. Je l'ai dit aux Russes en fait, je leur ai dit, parce que alors tous les jours on avait un questionnaire à remplir, oui. Où on nous demandait, bon, avez-vous noté des anomalies, blablabla, qu'est-ce que vous pensez de la sincérité du scrutin? Et bon, voilà, moi je dis sincèrement. Puis c'était une anomalie parce que les personnes qui vont voter au bureau de vote, il y avait 3 façons de voter. Il y a le vote en ligne. C'est essentiellement pour toucher les jeunes parce que la particularité du scrutin, c'est que ils voulaient avoir une participation maximale. Donc avec ces 3 systèmes de vote, ils ont balayé tout le champ électoral. Les jeunes qui ont plutôt tendance à voter en ligne, le vote classique physique au bureau de vote. Pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, les vieilles personnes ou les personnes ou dans des lieux plus compliqués qui sont pas loin des zones de guerre, eh bien il fallait s'inscrire et c'est les urnes mobiles avec un officier de police judiciaire et le responsable du bureau de vote de la commission électorale qui se rend chez l'habitant, c'est ce que tu disais. Et puis la troisième façon de voter, c'est ça, c'est le physique, physiquement dans le bureau ou en déplacement, ce qu'ils appellent le vote mobile. C'est ça. Comment tu interprètes les résultats ? Là, on est dans une situation très particulière. C'est-à-dire que je pense qu'en période de paix, entre guillemets, Poutine n'aurait pas fait 87%, c'est évident. Bon, mais là, il fédère autour de lui tous les gens inquiets pour l'avenir. Et qui se disent voilà, c'est pas le moment de le dégager ou c'est pas le moment de l'affaiblir électoralement. Nous avons besoin d'un exécutif fort pour effectivement démilitariser et dénazifier l'Ukraine, selon l'expression, et donc pour en fait assurer la sécurité de la Russie. Nous avons besoin d'un exécutif fort et nous avons besoin de le confirmer dans ses résultats. Alors il y a ça, et puis après il y a aussi tous les résultats en termes de politique sociale et économique qui sont également validés, parce que le bilan de Poutine, c'est pas uniquement la guerre, c'est pas uniquement les opérations militaires spéciales, c'est aussi effectivement une élévation du niveau de vie. Et on voit la différence d'ailleurs entre la Russie et les nouvelles régions qui viennent d'être rattachées donc en 2022. Effectivement, les nouvelles régions, c'est encore un peu c'est pas le tiers-monde, mais c'est le quart-monde. C'est un peu, c'est assez pauvre. Dans les grandes villes, dans le centre, c'est un peu la grisaille post-soviétique. Mais dès qu'on sort du centre, là, on voit, c'est très modeste. Voilà. Alors tu es passé, comme moi, par Moscou. Est-ce que tu as l'impression que la Russie est au bord de l'étranglement, de l'effondrement, dû aux nombreuses, au paquet de sanctions et aux nombreuses sanctions? Rien du tout. On se demande d'ailleurs en fait comment s'appliquent les sanctions, parce que en fait, je veux dire, c'est totalement inopérant. Le seul effet visible, c'est que nous ne pouvons pas payer avec nos cartes du réseau Visa ou Mastercard avec le réseau Switch. C'est le seul élément qui est visible, puisque
les Russes, dès les premières sanctions en 2014, ont mis un système financier alternatif qui s'appelle MIR. Le système, je crois que c'est liberté, il me semble, ça veut dire... C'est monde. Monde. Enfin, ça veut dire deux choses. D'accord, ça veut dire deux choses. Bon, c'est vraiment l'élément. Moi, je me suis promené dans Moscou, je suis allé au GUM d'ailleurs, tu sais, le fameux centre commercial historique sur la place Rouge, et j'ai vu que les magasins Lacoste, les magasins, enfin toutes les marques occidentales étaient encore bien présentes. C'est clair, oui, effectivement. Alors le goût, moi je vais été l'an dernier, parce que bon, j'ai fait 2 semaines de tourisme en Russie l'an dernier. Donc j'avais vu déjà, enfin je suis là cette année là, je suis quasiment pas sorti de l'hôtel. Bon, il y avait aussi la fatigue la fatigue physique, nerveuse, etc. Enfin des transports, enfin des comment ça s'appelle, des transferts, voilà, permanents. C'est assez éprouvant. Voilà, en voiture, enfin en camionnette et en avion. Mais effectivement, oui. Enfin, je veux dire, on se demande, mais on ne voit aucun résultat des sanctions économiques, et hormis effectivement donc le fait que la Russie soit débranchée de SWIFT, et puis l'obligation de passer par une correspondance pour faire Paris-Moscou. Avant, il y avait des vols directs. Bon, aujourd'hui, il faut passer par Belgrade, par Istanbul, ou par, je crois, Tallinn, parce que maintenant avec Helsinki, c'est plus possible non plus. Oui, là, on est en attente de prendre un vol pour Istanbul. Alors, on va quitter l'Ukraine, on va quitter Moscou, les élections présidentielles, pour parler un petit peu de l'actualité en France. Et nous avons une échéance qui est importante en juin, c'est celle de l'élection européenne. Alors, est-ce que tu peux me dire comment toi, tu vois le champ politique, comment tu décris le champ politique en France à la veille des européennes? Alors, au-delà de la France, en fait, on voit que les populistes sont en pleine expansion au niveau européen. Donc, c'est plutôt, ça va dans le bon sens. Voilà, il se peut que justement les populistes, c'est-à-dire plutôt les eurosceptiques, voire les anti-Union européenne, deviennent majoritaires au Parlement européen et puissent peut-être pas totalement bloquer les initiatives délétères de la Commission européenne, mais au moins ralentir, freiner, mitiger, parasiter en quelque sorte, là dans le bon sens du terme, le délire européiste de la Commission européenne. En fait, qui donc s'est doté d'un contre-pouvoir avec le Parlement européen, mais on a vu une déclaration totalement délirante, mais révélatrice, d'Ursula von der Leyen la semaine dernière, quand elle a été investie par le PPE, comme étant la candidate du PPE, et qui a dit le Rassemblement national ou d'autres, elle a mentionné un certain nombre de partis politiques européens qui risquaient. Pour elle, c'est un risque, de devenir majoritaire au Parlement européen. Mais alors, à quoi ça sert de jouer le jeu des élections? Si c'est un risque, normalement, le système électoral légalise l'opposition, avec un jeu possible, et puis finalement que le meilleur l'emporte. C'est-à-dire que celui qui a le plus de succès auprès de l'opinion publique l'emporte. En fait, normalement c'est normalement le jeu démocratique. Voilà, mais ça commence à devenir un problème pour la Commission européenne, parce que aussi longtemps que ça ne les dérangeait pas, que le Parlement européen ne faisait que avaliser les décisions arbitraires de la Commission européenne, pas de problème, c'est une chambre d'enregistrement. Bon, maintenant qu'il y a un risque que ce ne soit plus cette chambre d'enregistrement passive, et qui légalise, et qui légitime l'arbitraire de la Commission européenne, eh bien, il va peut-être falloir finalement en finir avec ce Parlement européen. C'était la fameuse phrase de Bertolt Brecht, quand le peuple n'est pas conforme au desiderata du pouvoir, il faut dissoudre le peuple. Bon, là, quand on écoute bien ce que dit Ursula von der Leyen, on s'achemine vers une dissolution. Alors, peut-être du Parlement européen, mais dans un premier temps, ils peuvent nous jouer un coup à l'ukrainienne, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, révolution orange, c'est-à-dire annuler les résultats du scrutin du 9 juin pour nous obliger à revoter.
J'ai vu les sondages là qui ont été publiés concernant les prochaines élections. Alors, les sondages nous prédisent une forte poussée des partis populistes en Europe, mais les tenants et les représentants du mondialisme restent largement majoritaires dans les sondages. Donc, alors, selon cette analyse, toi, en France, comment tu peux prendre parti là-dedans? Alors, je prends parti de manière purement technique, hein, c'est-à-dire qu'il faut privilégier les mouvements de masse. Alors après, évidemment, il y a des sensibilités qui ont le droit de s'exprimer, et donc, des sensibilités, des nuances dans les sensibilités eurosceptiques, parce que bon, ça, je pense que tout le monde sans doute. Chez nous, on a essentiellement dans les partis, je dirais, institutionnels qui ne remettent pas en cause l'Union européenne. Tu as le Bardella du Rassemblement national et Marion Maréchal de Reconquête. Après, tu as les souverainistes qui, eux, militent pour un Frexit et la sortie de l'Union européenne. Et puis, tu as les nationalistes, puisque moi, je soutiens une liste d'Union nationaliste, Forteresse Europe, qui, eux, sont nous sommes des partisans de la rupture totale avec le système. Donc, toi, alors, comment dans ce théâtre d'opération, quel est ton choix ? Je me répète, je privilégie les organisations de masse pour peser, en fait. Alors j'ai inventé un slogan, c'est quand on n'a pas les millions, il faut être des millions. Donc, j'ai envie de dire techniquement, par élimination, je vais privilégier le parti de masse le plus eurosceptique, parce que bon, on fait un mauvais procès souvent au RN, par exemple, ou même à Zemmour. Alors Zemmour, je sais pas en fait, je vais pas me prononcer, mais là au RN, je sais bien qu'en réalité, tous les cadres et orateurs nationaux de ce parti s'arrachent les cheveux sur l'Union européenne et ils savent que elle n'est pas viable en l'état actuel des choses. C'est pas leur position officielle, Oui, mais il faut pas trop le dire. Pourquoi ? Parce que, bon, pour l'instant, l'opinion publique est encore plutôt favorable à l'Union européenne. Donc, si vous voulez effrayer les gens, vous pouvez leur promettre le Frexit. Et là, vous descendez à 0,5%. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Moi, je n'ai pas cette vision-là de la politique. Je pense que quand on mène un combat, on doit affirmer une position en fonction du bien commun, en fonction de la vérité, et pour convaincre l'opinion publique. On ne doit pas se mettre à la remorque de l'opinion publique. Mais au-delà de cela, je me pose une question. Toi qui es au fait de la puissance de manipulation des lobbies, des forces mondialistes, en matière d'ingénierie sociale, ne penses-tu pas que ces forces-là sont à l'œuvre au sein même des partis qui sont aux portes du pouvoir, et je pense au RN. Est-ce que tu ne penses pas que au sein même du RN, les systèmes que tu as très bien analysés, notamment en Ukraine, sont déjà à l'œuvre pour infiltrer ceux qui sont une menace, et en France, le Rassemblement national, ceux qui sont une menace ou qui seraient une menace pour ce système mondialiste? Oui, mais en fait, nous sommes dans un bain on pourrait dire de désinformation permanente, qui fait l'apologie permanente du globalisme, etc. Et donc, en fait, il faut tenir compte de ça. Enfin, justement, revenons sur cette question de l'opinion publique. Est-ce qu'il faut enregistrer ou se soumettre à l'opinion publique, ou est-ce qu'il faut finalement la brutaliser en quelque sorte? Alors, je pense qu'il ne faut pas se soumettre à l'opinion publique. Par contre, il faut tenir compte de son état actuel. Et donc, les premiers théoriciens de l'opinion publique, là, c'est évidemment Gustave Le Bon avec la psychologie des foules, mais bon, plus récemment, c'est au niveau technique, en fait, il y a Walter Lippmann, qui écrit dans les années 1920 un livre intitulé Public Opinion. Et ça devient un véritable objet, mais un objet. Tu as aussi Tchakonine, le viol des foules. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Donc en fait, la question ensuite, c'est comment prendre le contrôle de cette opinion publique, parce que
tout le monde se pose cette question-là, parce que et c'est pas forcément si facile que ça, parce que on nous présente des modèles de hiérarchie pyramidale, hein, avec la banque Rothschild tout en haut, ensuite les médias et ensuite l'opinion publique. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que malgré tout, il y a encore un instinct de conservation, hein, qui en fait lutte contre justement cette espèce de bain de désinformation permanente, qui permet de s'appuyer justement sur des éléments encore réactifs au sein de l'opinion publique. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a un exemple grandeur nature avec Meloni en Italie de ce que peut devenir le Rassemblement national en France? Et puis au-delà de ça, tu évolues tout de même dans une famille de pensée que je qualifierais de la dissidence, qui parle beaucoup d'opposition tacite et d'opposition contrôlée. D'ailleurs, moi je pense qu'une des formes de défense du système, c'est tout à la fois la répression, et on est victime d'une répression terrible, et d'une captation de la colère populaire à travers des oppositions qui sont des oppositions ne menaçant pas le système, que ça soit une opposition dans le cadre électoral avec Marine Le Pen, dans le cadre du monde du travail avec les syndicats. Est-ce que tu penses pas qu'on est plutôt confronté à ce type de défense, d'autodéfense du système ? Mais les gens qui veulent renverser le système sont ultra minoritaires. En fait, le RN s'adapte à une opinion publique qui est en réalité conservatrice. Pas au sens, on pourrait dire, de valeurs conservatrices nobles, mais qui ne veut pas être brutalisée, hein, et qui ne veut pas forcément entendre un discours révolutionnaire. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris en distribuant mes tracts sur les marchés, hein, parce que là, on voit vraiment, en fait, le niveau d'inertie, hein, de cette opinion publique, hein, qui est comme un gros animal, hein, que tout le monde veut finalement piloter, orienter, domestiquer, mater éventuellement, hein, comme un taureau qui doit être dominé, hein, par le toréador. Mais il y a aussi beaucoup d'inertie. En fait, c'est finalement le taureau est souvent plutôt une vache tranquille, une vache normande en fait qui broute paisiblement. Et donc, compte tenu de cette inertie de l'opinion publique, hein, on ne peut pas se permettre de la brutaliser, sinon, en fait, on s'auto-diabolise. Hein, la stratégie de dédiabolisation du RN vise justement à sortir du point de Godwin, hein, enfin de cette morale de Godwin, pour dédramatiser l'image de ce parti, parce que, et en réalité, Marine Le Pen fait de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire monter la confiance vis-à-vis de son parti, et donc de faire diminuer la méfiance qui était la règle, hein, avec son père, hein, puisque son père plafonnait à 15% à peu près, hein. C'est-à-dire qu'il y avait 15% de Français qui lui faisaient confiance. Bon, là, Marine Le Pen peut monter à 40-50% de confiance dans la population. La situation, moi j'ai aussi, comme toi, milité au Front National de Jean-Marie Le Pen. La situation générale n'était pas la même avec une société aujourd'hui qui s'effondre et qui favorise les oppositions. Mais ne penses-tu pas, c'est là-dessus que nos positions divergent, même si on s'entend sur la finalité, c'est que nous voulons sortir du cadre du système. Nous savons que le système n'est pas réformable. C'est la définition même d'une révolution. Et quand tu étudies dans l'histoire les processus révolutionnaires, tu te rends compte que c'est toujours une minorité qui fait l'histoire. Notamment, tu nous as parlé de l'Ukraine, c'est une minorité qui a manipulé la majorité. Donc, est-ce que tu ne fais pas un peu trop confiance? Est-ce que tu es pas trop focalisé sur les majorités, sur l'opinion publique qui ne fait pas l'histoire, sans te concentrer sur cette minorité révolutionnaire qu'il nous faudrait constituer pour pouvoir justement enclencher un processus révolutionnaire? Alors, donc, bon, j'ai un parcours à l'extrême gauche, hein, et puis un parcours à l'extrême droite, en quelque sorte. Hein, bon. Oui, je voulais en parler justement, parce que c'est ta particularité. Bon, il y en a d'autres, hein, Rissen, tu viens de l'extrême gauche, c'est ça?
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, bon, quand on galère à Paris, je dirais dans les années 2000, bon, il y a en fait une tendance un peu assez spontanée en fait à fréquenter les milieux d'extrême gauche, voire d'ultra gauche. C'est pas forcément par éducation marxiste ou anarchiste, hein, parce qu'en réalité, moi, ma formation, c'est la philosophie et les sciences de la communication. Donc, je suis très peu politisé à la base. Hein. Ma formation, elle n'est pas politique. C'est la méthode expérimentale, ce que je disais tout à l'heure, et puis les sciences humaines et sociales. Et donc, je me suis mis à la politique essentiellement donc un peu par affinité personnelle, avec des gens qui, eux, étaient politisés en fréquentant justement les milieux d'extrême gauche et d'ultra-gauche. Mais dans les années 90, par exemple, bon, le communisme était déjà tombé, et il y avait l'altermondialisme, l'antimondialisme, le mouvement anti-pub, que je trouvais intéressant, justement parce que, en fait, ma sensibilité, fondamentalement, elle est anticapitaliste. Hein, ça, oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu as une sensibilité identitaire ? Oui, parce que en fait, justement, le capitalisme menace les identités et les revendications identitaires, donc menace en retour le capitalisme. C'est évident. Après, bon. On peut trouver des modalités, enfin, je veux dire, le commerce a le droit d'exister. Enfin, je veux dire, faut pas, fantasmer sur la fin du commerce. Hein, ça existe depuis des milliers d'années, voilà. Et ça peut, le commerce, intrinsèquement, peut respecter les identités. Et comment as-tu basculé dans le camp du Front National, donc ? Oh, bah, en fait, j'ai vraiment coupé les ponts avec l'anticapitalisme de gauche en 2013, avec la manif pour tous, enfin avec le mariage homo, parce que à l'époque j'avais encore un pied à gauche, c'est-à-dire que j'étais dans une association écologiste, donc intitulée Relocalisons, hein, qui était basée dans le Val-de-Marne, et voilà, parce que bon, là je cherchais des solutions à l'époque encore de gauche entre guillemets, hein, mais c'est une bonne passerelle pour aller vers le camp national, la relocalisation. Non, mais c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, en fait, c'est inscrit maintenant dans le programme aussi du RN, hein, privilégier les circuits courts, enfin les AMAP, toutes ces choses-là. Enfin, c'est Hervé Juvin, enfin, qui est le principal porteur de ces idées-là. Et donc, en fait, bon, aujourd'hui, moi, je me positionne par-delà la droite et la gauche, mais effectivement anticapitaliste, hein, donc antiglobaliste. Hein, et alors oui, revenons sur cette question de la révolution. Donc bon, j'ai un peu étudié la question de la révolution à travers les âges et surtout du point de vue de gauche. Hein, bon, parce que ça c'est bien connu, hein, que la gauche a un tropisme révolutionnaire, mais j'ai découvert qu'il y avait aussi un tropisme révolutionnaire à droite. Hein, donc au XXe siècle, ça s'est illustré, notamment hein, dans la théorisation que fait Charles Maurras, hein, dans le Si le coup de force est possible, par exemple. C'est tous les fascismes, hein, les fascismes sont révolutionnaires. Oui, oui, enfin la marche sur Rome et puis le putsch de la brasserie, etc. Donc là, on voit qu'il y a et notamment et aussi les fameux nazis ukrainiens, en fait, hein, qui étaient dans cette mythologie, hein, en fait, de la rupture avec l'ordre établi, hein, et donc plus ou moins anti-parlementaire, etc. Enfin, en tout cas, le Parlement, hein, le parlementarisme, hein, n'est pas l'alpha et l'oméga. Hein, de la politique, le Parlement doit obéir, en fait, fondamentalement. Enfin, il doit obéir au peuple, enfin, en théorie, hein, en fait. Hein. Bon, mais donc tout ça, c'est des choses que je vois effectivement présentes de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais ensuite, il faut étudier au niveau technique. Hein, comment une révolution est possible. Donc là, bon, je me suis penché sur les exemples ukrainiens, hein, parce que là, c'est contemporain, donc on peut avoir toutes les sources en temps réel. Ce qui n'est pas forcément le cas de 1789 ou de 1917. Hein, bon. Mais bon, malgré tout, il y a une telle somme de sources historiques aussi que bon, on peut voir hein, comment ça marche. Et j'en ai conclu hein, que en France, aujourd'hui, à notre époque, nous n'avons pas les moyens d'une révolution. Je suis arrivé à cette conclusion. Ça viendra peut-être, hein, mais en l'état actuel des choses, j'en suis arrivé à cette conclusion, mais après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études, du phénomène révolutionnaire, hein, sous tous ses angles, hein, voilà. Personnellement, moi, si je puis me permettre, j'ai une petite expérience quand même, ça fait presque 40 ans que je suis en première ligne à mener un combat révolutionnaire. Je pense qu'on est rentré dans une période révolutionnaire, notamment au moment des Gilets jaunes, et que ce processus révolutionnaire va arriver à maturité, mais qu'il faut la rencontre d'une minorité révolutionnaire et d'une période révolutionnaire. Cette période révolutionnaire, on l'a.
Pour moi, il faut constituer une minorité révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce que j'écoutais le débat intéressant. Enfin, c'est pas un débat, c'était une émission sur géopolitique profonde où ils avaient invité Renoir, Juvin, le capitaine dit Juvin Brunet et Soral. Et Soral a parlé de cette minorité qui peut constituer le point d'appui. C'est la définition même. Il n'a pas qualifié cette minorité de minorité révolutionnaire, c'est la définition même de minorité révolutionnaire. C'est un petit peu les nuances que l'on peut avoir. On va peut-être arrêter là pour aller prendre notre avion. Oui. Qu'on ne rate pas l'avion. Je pensais que c'était important. Vous voyez, il y a des positions qui sont différentes entre Lucien Cerise et moi, mais je pense que c'est important de se parler. C'est important de confronter les idées. Notamment, c'est favorisé par ces déplacements à l'étranger où on se retrouve en tant que Français, ça nous rapproche en tant que Français à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'on est dans une période où il faut éviter de lancer des anathèmes, il faut éviter de renforcer le système en semant la division. Et je pense que très bien que nous avons la même finalité, nous avons la même sensibilité de cette francité profonde qui fait la particularité de notre nation, qui est une vieille nation, et que l'on peut se parler, que l'on peut réfléchir ensemble. C'est un peu le sens de cet entretien, alors que nous sommes de deux pensées, de deux familles idéologiques un peu différentes, quoi. Voilà. Oui, cela dit, effectivement, bien souvent, les problèmes, enfin, je veux dire, les antagonismes politiques viennent simplement d'une question de définition des termes. Voilà. Bon, moi là, ce dont je parle, en fait, c'est au niveau technique, en fait. C'est-à-dire, pour moi, la révolution n'est pas possible en France aujourd'hui. Bon, si elle devient possible, là, je change de point de vue. Voilà. Mais bon, c'est juste pour moi, c'est des questions techniques là, à ce stade. Là, tu verras qu'elle est possible. Crois-moi. Et on le verra rapidement parce que l'histoire s'accélère tout de même. On le voit bien, notamment on le sent bien avec ce déplacement en Russie. La Russie n'est pas du tout isolée. Il y a vraiment un grand courant mondial de réveil des peuples contre cette tyrannie de l'hégémon américain contre ce processus mondialiste. Oui, effectivement. Bon, là, il y avait des. Sinon on va arrêter le oui, il y avait effectivement des gens de tous les pays. Effectivement, la Russie n'est absolument pas isolée au niveau international et les sanctions économiques ne marchent pas, mais vraiment pas du tout. Ça se voit à l'œil nu. Il suffit de se balader, effectivement. Je veux dire. Bon, là, c'est vrai que je l'ai pas tant fait que ça, puisque c'est plutôt. Mais l'an dernier, effectivement, là, j'ai sillonné Moscou et Saint-Pétersbourg dans tous les sens. Bon, l'an dernier, les sanctions étaient totalement invisibles, insensibles. Je confirme ce que tu dis, puisque moi, là, en tant qu'observateur des élections, j'étais en Sibérie occidentale, comme je t'ai dit, à Novosibirsk, et dans les campagnes, et il n'y a pas de trace d'effet de sanctions, quoi. Et contrairement à ce que nous décrit les médias de chez nous, occidentaux, la Russie n'est pas près d'imploser et de chasser le tyran. Faut y aller. Oui, voilà. Merci beaucoup, donc à très bientôt.